Le mouvement inclusif ne se réduit pas aux clichés qu'il devient lorsqu'on se contente de l'opposer sans le justifier aux dérivés du terme intégration. Les deux optiques se distinguent. L'objectif de l'intégration est de faire entrer dans un ensemble, d'incorporer. Il s'agit de procéder, comme le dit en aéronautique, à l'assemblage des différentes parties constitutives d'un système, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l'intégralité. Un élément extérieur mis dedans est appelé à s'ajuster à un système préexistant. Ce qui est ici premier est l'adaptation de la personne. Si elle espère s'intégrer, elle doit, d'une manière assez proche de l'assimilation, se transformer, se normaliser, s'adapter ou se réadapter. Par contraste, une organisation sociale est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement, se flexibilise pour offrir au sein de l'ensemble commun un chez-soi pour tous. Ceci sans neutraliser les besoins, désirs ou destins singuliers et les résorber dans le tout. Alors l'anthropologie du handicap renvoie aux interprétations, aux usages, aux résonances du handicap dans un temps, dans une société, dans une culture donnée. C'est comme ça que j'introduirai cet essai de définition. Et j'y vois trois niveaux qui me paraissent organisateurs. En tout cas, c'est ce que j'ai proposé comme définition dans l'ouvrage Le handicap dans notre imaginaire culturel. Le premier niveau, c'est ce qui se pense dans une culture, un temps, une société donnée. Ce qui se pense, c'est-à-dire en termes de valeurs données au handicap, en termes de concepts. Deuxième niveau, c'est ce qui se vit. Les relations aux personnes en situation de handicap, à leurs proches, les rapports dans une société, à la question des fragilités. Et troisième niveau, c'est ce qui s'organise, c'est-à-dire les rituels, les coutumes, les institutions. Et c'est là qu'il faut tenter de comprendre la cohérence, faute de quoi on passe à côté des réalités. Et comprendre comment la signification qui est donnée au handicap dans un lieu et un temps donné, c'est essayer aussi de comprendre ce qu'il induit en termes culturels. Faute de quoi on est dans les jugements de valeur. Et vous voyez, il y a là une conjugaison étroite, et j'allais dire intime, entre anthropologie culturelle et anthropologie du handicap. Alors j'en suis venu aux situations de handicap par une rencontre, mais une rencontre bibliographique. Celle que m'a permis la collection Terre humaine chez Plon, et notamment la lecture de Triste Tropique. Ça a été déterminant pour moi, j'avais suivi des études de littérature, et cet ouvrage m'a indiqué une orientation nouvelle, un goût nouveau pour l'anthropologie. Claude Lévi-Strauss, qui avait travaillé avec les Indiens d'Amazonie, montrait, en appelant un renversement de regard, comment ces peuples que l'on pensait incivilisés, sauvages, avaient une organisation de vie. On les pensait éloignés de l'humain et pourtant ils portaient en eux toutes les grandes problématiques d'une vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort, avec l'organisation sociale, les relations, la parenté. Et il disait comment on juge finalement, on est dans des jugements de valeur permanents et comment on hiérarchise l'humanité. Leur humanité est pleine et entière. Et à partir de là, j'ai fait une sorte de transfert en me disant, mais cette pensée sur ces peuples qu'on méconnaissait et qu'on jugeait à partir de nos normes occidentales, elles disent quelque chose aussi pour tous ceux qui sont bafoués, méprisés, infériorisés à partir d'une blessure du corps ou de l'esprit. Et c'est à partir de là que j'ai continué des lectures et que j'ai trouvé une autre lecture passionnante. Et de ces lectures dont on ne sort pas comme on y est entré, celle de Robert Murphy, Vivre à corps perdu. Alors Vivre à corps perdu de Murphy, c'est cet anthropologue qui s'intéressait au peuple touareg, mais aussi au peuple du Brésil, d'Amazonie, et qui a retourné son regard anthropologique vers lui-même, en ce qu'il a été gagné par une maladie qui progressivement paralysait son corps.
Et il a examiné comment, à partir de cette blessure, de cette forme d'invalidité, le monde se transformait pour lui et le regard des autres se transformait. Et ce qu'il dit joliment, c'est qu'il devait apprendre à vivre assis et à ne plus être à hauteur des autres, et que finalement tout le monde le regardait d'en haut. Et il analyse, mais de manière absolument magistrale, c'est un livre fondateur pour l'anthropologie des situations de handicap, de manière magistrale cette situation. Robert Murphy, Vivre à corps perdu, un livre vraiment infiniment précieux. J'ai été appelé à partir vers les îles Marquises. 7 degrés sous l'équateur, les terres les plus éloignées de toute région continentale, à la latitude des Galapagos, en culture maori. Et je suis devenu proviseur d'un établissement scolaire, secondaire, et j'ai conduit en même temps, passionné par l'anthropologie, j'ai fait un peu mes classes d'anthropologue. J'ai fait une recherche sur l'éducation dans la culture marquisienne, donc culture maori. Et j'ai découvert tout un monde. Et ce monde-là m'a profondément interrogé sur les singularités culturelles, mais aussi il m'a dit que derrière les singularités, ce qui fait divers dans le monde, ce qui fait diversité, ce qui est notre essence même, hein, la diversité humaine, la diversité des cultures, enfin, évidemment c'est devenu mon mantra, on va le dire comme ça, que partout se posaient les mêmes questions sur la naissance, la maladie, la mort, la vie qui naît ou qui devient handicapée. Et donc j'ai mesuré aussi que le handicap, c'est un fait culturel, c'est un fait social total, social et culturel, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, en ce qu'il ne se restreint pas à un événement individuel qui touche le corps, l'esprit, la psyché, mais qui interroge l'ensemble d'une communauté humaine, ses manières de voir l'autre, de se le représenter, etc. Et quand je suis revenu en métropole, plusieurs années plus tard, pour des raisons diverses, notamment familiales, j'ai été élu à l'université Lumière Lyon 2 comme maître de conférence. Et j'ai proposé, non pas simplement d'ouvrir des cours sur l'anthropologie culturelle, qui était ma spécialité, mais d'ouvrir des cours sur les situations de handicap. Je suis resté 15 ans tout seul sur ce thème. Entre-temps, je suis devenu professeur, j'avais fait mon habilitation à diriger la recherche. Et puis, au bout de 15 ans, il y a un maître de conférence, un premier qui est arrivé, et d'autres après. Mais ce que j'ai constaté à travers ce temps, c'est que là aussi, ça procède véritablement d'un fond culturel, qu'il n'y avait pas de volonté d'entrave, mais que la question du handicap, dans le champ de la recherche, était restée un angle mort. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appréhendé cette particularité, cette singularité de certaines vies comme faisant partie de l'universel. Et du coup, ça m'a conduit à traiter cette question comme un singulier universel. Dans cette singularité niche l'universel des grandes questions humaines. Alors mes travaux en anthropologie du handicap se sont déployés selon 5 axes pour faire quelque chose de synthétique. Le premier axe, c'était l'axe initial, c'est une anthropologie que j'ai qualifiée d'une anthropologie du très proche. J'ai fait là une quadrilogie, sous-titrée Le handicap en visage, où me suis tourné vers les experts de l'intérieur, les experts du dedans, ceux qui vivent cette situation, donc les personnes elles-mêmes, leurs parents, leurs proches. Et je pense que le savoir sur les situations de handicap ne peut pas être un savoir uniquement basé sur un arsenal théorique, fût-il utile et nécessaire, mais qu'il doit venir de l'intérieur. Un savoir qui est insubstituable par un autre. Le deuxième est un travail sur l'anthropologie des fragilités. Parce que là aussi, ma conviction, et puis je veux dire, le savoir que j'ai pu élaborer me dit que le handicap doit être traité comme une des expressions, une des formes des fragilités humaines.
fragilité humaine, c'est une constellation. Hein, fragilité affective, intellectuelle, physique, sensorielle, psychique, j'en passe, et bien d'autres. Hein. Et le handicap doit être considéré comme cela. Donc, anthropologie du très proche, anthropologie des fragilités, et j'ai toujours écrit finalement, j'ai toujours orienté mes travaux à partir de mes manques. Le manque que j'ai voulu combler, nonobstant mon expérience, c'était l'anthropologie culturelle appliquée au handicap. Ça a été un axe majeur. Donc j'ai donc entrepris, à partir de mon expérience marquisienne, un travail de 10 ans avec 60 collaborateurs, on va le dire comme ça, collègues, dans différents pays du monde, pour tenter de comprendre quel sens on donnait au handicap ici, quel sens on lui donnait là-bas, quelle réponse sociale, éducative on lui apportait. Et donc ça a donné lieu à une trilogie sous-titrée Variations anthropologiques. Le quatrième axe de mes travaux, qui m'a également demandé beaucoup de temps, est parti d'une interrogation. Comment se fait-il que, compte tenu de la richesse des spécialités universitaires, sciences politiques, philosophie, etc., évidemment, la liste est longue. Comment se fait-il qu'on ne puise pas dans ce patrimoine de savoir pour éclairer la question du handicap? Et donc, je me suis tourné vers des collègues historiens, spécialistes de sciences politiques, de psychologie, de sociologie, de théologie, de philosophie, 30 collègues. Et je leur ai dit, mais qu'a à dire votre discipline et à transmettre sur la question du handicap? Donc, j'en viens maintenant à un dernier axe qui est celui d'une anthropologie sociale. La question du handicap est un révélateur, au sens photographique du terme. Elle vient dire les zones d'ombre, les trous noirs, les exclusivités entretenues dans une société. J'ai beaucoup travaillé sur la notion de société inclusive, avec un livre qui s'appelle « La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule ». Alors pourquoi ce sous-titre? Ce sous-titre, pour moi, il est essentiel. Parce que nos sociétés, de manière souvent inconsciente, souterraine, hiérarchisent les vies. Il y aurait des vies qui mériteraient d'être louées, d'être gratifiées, d'être célébrées. Il y aurait des petites vies finalement auxquelles on n'attache pas beaucoup de prix. Et c'est à l'inverse d'une société inclusive. Une société ne peut pas être pensée comme exclusive à ceux qui, par le hasard d'une naissance ou d'une vie, ont été préservés d'une forme de fragilité que l'on appelle handicap. Une société, c'est un chez-soi pour tous, dans lequel on advient par naissance, et il nous appartient d'aménager cette maison commune qu'on appelle société, cette demeure commune dans laquelle on advient, pour qu'elle soit viable pour toutes et chacun, pour tout le monde et chacun.